Parfois, une sélection ne raconte pas seulement du football. Elle raconte une direction, elle raconte une maturité, elle raconte un passage d'âge. Et la RDC, aujourd'hui, est exactement dans ce moment-là. Pendant des années, les Léopards ont traîné cette réputation d'équipe capable d'un coup d'éclat, capable de faire peur sur un soir, mais incapable d'installer cette peur dans le temps. Une équipe qu'on respectait par intermittence, qu'on redoutait sur une affiche, mais qu'on n'osait pas encore appeler référence. Et puis, en quelques mois, quelque chose a glissé. La RDC a arrêté d'être un événement ponctuel. Elle est devenue une tendance. Elle a cessé d'être l'équipe qui surprend pour devenir l'équipe qui s'impose. Battre de grosses nations et le faire même sans un cadre offensif majeur, ce n'est plus un hasard heureux. C'est un signe, c'est la preuve qu'un collectif est en train de prendre le dessus sur les individualités. La différence, ce n'est pas seulement la performance brute. La différence, c'est la logique derrière la performance. On ne parle plus d'un exploit isolé qu'on commande comme une anomalie. On parle d'une dynamique qui se répète, d'une équipe qui commence à savoir comment gagner, mais surtout d'une équipe qui semble comprendre pourquoi elle gagne. Et quand une sélection comprend pourquoi elle gagne, elle devient dangereuse parce qu'elle peut reproduire, elle peut corriger, elle peut s'adapter. C'est là qu'une question devient inévitable. Avec quels objectifs cette RDC, qui a déjà montré un vrai niveau de tournoi, va-t-elle entrer dans la prochaine grande compétition? Le discours officiel reste prudent et c'est normal. En Afrique, rien n'est simple. Un match peut basculer sur un détail, une décision, une émotion mal gérée, une minute d'inattention. Mais derrière la prudence, il y a une réalité que tout le monde sent. La RDC ne voyage plus incognito. Elle arrive attendue. Elle arrive observée, elle arrive respectée. Et ce respect n'est pas un cadeau. Il vient d'une chose rare, la solidité mentale. Match après match, cette équipe donne une impression précise. Elle n'est pas forcément la plus brillante par séquence. Elle n'est pas forcément la plus spectaculaire. Mais elle est devenue difficile à manœuvrer. Capable de souffrir sans s'effondrer. Capable de laisser passer l'orage sans se désunir. Capable aussi de piquer au bon moment et de fermer ensuite. C'est le comportement des équipes de tournoi. Les équipes qui ne cherchent pas seulement à jouer, mais à survivre au scénario. Et si tu veux mesurer la transformation des Léopards, regarde cette nuance. Avant, la RDC se regardait souvent elle-même, comme si elle jouait avec ses propres nerfs. Aujourd'hui, elle regarde l'adversaire droit dans les yeux. Elle joue avec une intention. Elle joue avec une forme de calme qui change tout. Ce changement ne tombe pas du ciel. Il ressemble à une construction, pas à une improvisation. On voit une colonne vertébrale plus claire, on voit des rôles mieux assumés, on voit une hiérarchie plus stable et surtout, on voit une sélection capable d'absorber les absences sans que tout s'écroule. C'est une qualité capitale. Parce qu'en compétition, tu ne passes pas avec 11 joueurs, tu passes avec un groupe. Et quand un joueur manque, une équipe fragile panique, une équipe mûre ajuste. La RDC aujourd'hui donne l'image d'une équipe qui ajuste. Comme un orchestre, chaque instrument compte, mais la musique ne s'arrête pas parce qu'un soliste se tait. Mais une montée en puissance, ça crée toujours des débats. Et le débat le plus sensible, c'est celui de l'équilibre entre joueurs issus du championnat local et ceux formés ailleurs. Pourquoi si peu de joueurs du pays? Est-ce une décision sportive assumée? Est-ce le reflet des difficultés du football local? Est-ce simplement l'effet d'une génération de binationaux qui a choisi la RDC? La question n'est pas de créer une guerre entre profils, la question c'est de comprendre ce que tu perds et ce que tu gagnes. Parce que les joueurs formés et aguerris sur le continent apportent souvent une lecture particulière des matchs africains. Ils connaissent certaines ambiances, certaines conditions, certaines ruptures de rythme. Ils savent parfois survivre à un match avant même de le gagner. Ignorer complètement ce lien avec le football local, c'est un choix qui peut se défendre à court terme, mais qui pose forcément une question à long terme. Comment garder une identité nationale forte si la sélection se déconnecte totalement du championnat domestique? Et puis il y a l'autre interrogation, celle qui attire toujours la lumière, l'absence d'un joueur important dans l'animation offensive. Sur le papier, perdre un cadre, c'est un handicap. Mais ce que la RDC est en train de prouver, c'est justement qu'elle ne dépend plus d'un seul homme.
Et c'est peut-être ça la vraie bascule. Une équipe qui dépend d'une star peut être brillante et fragile. Une équipe qui dépend d'un système peut être moins flamboyante et beaucoup plus constante. Aujourd'hui, la RDC ressemble de plus en plus à une sélection bâtie pour durer. Maintenant, la question n'est pas seulement jusqu'où peuvent-ils aller, la vraie question, c'est comment les lire. Parce que les équipes de tournoi laissent des indices très tôt, parfois dès les premières minutes. Et le premier indice, ce n'est pas une occasion, ce n'est pas un but, c'est une attitude. Est-ce que la RDC commence avec calme ? Est-ce qu'elle refuse la précipitation? Est-ce qu'elle évite les longs ballons forcés, les fautes inutiles, les gestes d'agacement? Une équipe tendue se trahit toujours. Une équipe mature accepte le tempo, même s'il est lent, même s'il est rugueux. Deuxième indice, la gestion des temps faibles. Toutes les sélections subissent. La différence, c'est la manière. Est-ce que tout le monde défend ensemble? Est-ce que le bloc reste compact? Est-ce que la concentration tient? Si la RDC traverse ces temps faibles sans se désunir, c'est un signe très fort. Troisième indice, l'efficacité émotionnelle. Pas l'efficacité devant le but, l'efficacité mentale. Comment l'équipe réagit après un événement contre elle? Une décision arbitrale frustrante, une occasion manquée, un but encaissé, une provocation. Si la RDC reste dans son plan, si elle ne sort pas du match, alors elle est prête à aller loin. Et au cœur de tout ça, il y a les connexions internes. Ces synergies qu'on ne lit pas dans les statistiques, mais qu'on voit dans le comportement. L'axe central qui communique, qui ferme les lignes, qui oblige l'adversaire à contourner, les milieux qui savent quand ralentir et quand accélérer, les relations offensives qui empêchent l'équipe d'être prévisible. Une sélection vraiment dangereuse, c'est celle où tu ne sais pas d'où vient le danger, ni quand il arrive. Et il y a un autre détail qui ne trompe jamais, l'impact du banc. Les grandes équipes de tournoi ont des remplaçants qui entrent pour prolonger l'équipe, pas pour la désorganiser. Si les entrants congolais apportent de l'énergie sans casser l'équilibre, alors tu as un signe de maturité supplémentaire. Alors oui, le football reste imprévisible. Une compétition peut basculer sur un détail. Mais ce qui est sûr, c'est que la RDC n'est plus ce que le continent croyait connaître. Elle n'est plus l'équipe qu'on évite par superstition. Elle devient l'équipe qu'on redoute pour sa cohérence, pour sa discipline, pour sa capacité à répéter la performance. Et ça, c'est exactement ce qui sépare une sélection dangereuse d'une sélection candidate. Si cette analyse t'a aidé à mieux lire les Léopards, abonne-toi à Football Pulse, laisse ton avis en commentaire et dis-moi très simplement jusqu'où tu vois la RDC aller dans la prochaine compétition. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour décortiquer une autre sélection avec la même exigence, le même respect du jeu et le même regard analytique.